Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Héros d'Europe. Pour Voltaire, il aura été le héros de toutes les nations. Pour le pape Pie V, il était valeureux comme Scipion, héroïque comme Pompée, fortuné comme Auguste. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un petit bâtard qui aura succombé bien trop tôt. Mort à seulement 31 ans, il aura eu le temps de marquer l'histoire de son empreinte, mais pas de devenir une figure incontournable du panthéon de l'histoire européenne. Juan d'Autriche, puisque c'est de lui dont je parle, a pourtant été un homme qui a mené une vie de croisade pour protéger l'Europe. Avant d'aller plus loin, je tenais d'abord à vous remercier pour vos critiques, pour vos encouragements, pour les notes que vous mettez sur les différentes plateformes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker ou à mettre des pouces, et j'espère que cet épisode vous plaira, comme les deux d'avant vous ont plu. D'abord sur terre, en Espagne, puis sur la mer, au large de la Grèce, il a à 2 reprises remporté des victoires cruciales face à des armées musulmanes. Il a achevé la Reconquista d'un côté, en mettant un terme à une révolte des Morisques en Andalousie, puis il aura remporté une bataille décisive, à Lépante, en 1571, à la tête d'une sainte ligue rassemblant presque toutes les nations chrétiennes pour faire face à la terrible flotte ottomane. Au cœur d'un siècle de guerres civiles et religieuses qui ont déchiré toute l'Europe, la menace ottomane était plus forte que jamais. Trop heureux de voir les chrétiens prendre les armes entre eux, entre protestants et catholiques, les sultans ottomans ont tout tenté pour en tirer un maximum de profit. Heureusement pour nous, les appels du pape ont été entendus par une jeunesse d'Europe avide de gloire, de victoires militaires et de croisades. À Lépante, il n'y avait pas de souverain, ni de roi, mais de vieux guerriers chevronnés et de jeunes chevaliers qui voulaient défendre la croix et protéger l'Europe. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Juan, ce bâtard de Charles Quint, symbolise la jeunesse de son temps, à cheval entre deux mondes et entre deux époques. Il a grandi dans une Espagne libérée du joug musulman, mais où le risque d'une révolte des Morisques, de faux convertis musulmans donc, reste très important. Il est né en 1547, quelques décennies après la fin de la Reconquista et à l'aube de la conquête de l'Amérique par les pionniers espagnols. Un monde qui est en plus bouleversé par l'essor d'une nouvelle doctrine religieuse, la Réforme, qui a embrasé et ensanglanté toute l'Europe, en dehors de l'Espagne et de l'Italie. Comment Juan est-il devenu le champion de la chrétienté qui a fait chanceler l'Empire ottoman ? De quelle manière le petit bâtard s'est retrouvé à la tête de la plus grande flotte jamais réunie ? En quoi sa vie et ses victoires marquent une rupture dans l'ordre européen bousculé par les musulmans en Espagne ou en Turquie ? Et comment a-t-il débarrassé l'Andalousie du risque musulman ? C'est à toutes ces questions que nous allons tâcher de répondre. Avant de revenir sur la vie de Juan, il faut quand même s'attarder sur ce qu'est l'Europe au milieu de ce XVIe siècle, à la charnière entre les temps médiévaux et les temps modernes. Découverte de l'Amérique, essor du protestantisme, invention de l'imprimerie, généralisation des armes à feu, la révolution technique, politique, religieuse, intellectuelle, artistique et économique déferle sur le vieux continent et va bouleverser le cours de l'histoire. L'empereur Charles Quint, le père de Juan, est parvenu à régner sur l'Espagne et l'Autriche, mais décide de se retirer en divisant son héritage après être parvenu à remettre un peu de paix dans ses terres. L'Allemagne a subi plusieurs années de conflits religieux. Il dirige également une grande partie de l'Italie où les armées françaises, parmi les plus puissantes du continent, imposent la terreur. François Ier, le roi de France, a été le grand rival de Charles. D'abord en voulant se faire élire empereur à sa place, tout simplement. Puis leurs armées s'affrontent pendant près de 20 ans en Italie du Nord pour la domination du Milanais. François Ier sera même fait prisonnier et trahira ensuite la parole qu'il avait donnée à Charles contre sa libération. C'est le début du grand affrontement entre, d'un côté, les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, et les souverains français. D'un point de vue technique, cette fin d'un temps passe aussi par l'armement. À l'épée et à la lance vont rapidement s'imposer l'arquebuse et les canons. Le fer s'incline face à la poudre. Dans ce monde sous tension, il existe pourtant quelques certitudes. L'Espagne est et demeurera catholique. L'unité religieuse est une garantie de la souveraineté des États. Et enfin, la menace ottomane reste constante. Petit à petit, les sultans ont gagné du terrain sur le continent européen. Le séisme qui a été la chute de Constantinople en 1453 n'a pas été oublié. Mais face à cette menace, les Européens ne sont pas parvenus à s'unir. Ou en tout cas, pas encore. Des petits princes trahissaient parfois leur nation pour obtenir des terres. Les républiques de Venise et de Gênes, les grandes rivales en Méditerranée, étaient toujours prêtes à traiter avec le sultan pour s'arranger sur le dos de l'autre.
La France de François Ier offrait même l'asile aux navires barbaresques dans le port de Toulon. Ces barbaresques, d'ailleurs, sont le poste avancé des musulmans en Méditerranée occidentale. Ils opèrent des raids meurtriers sur les côtes européennes depuis Tunis ou depuis Alger et ramènent des milliers d'esclaves chrétiens, notamment des femmes qui iront peupler les harems orientaux. Des opérations qui sont financées et soutenues par l'Empire ottoman. Les princes italiens craignent l'Empire ottoman dans les Balkans et sur la mer, les Espagnols luttent contre leurs sbires au Maghreb, la France a noué une alliance avec le sultan pour qu'il attaque l'Empire autrichien. L'Europe est une véritable poudrière. Et vous le savez, les périodes de danger accouchent toujours d'hommes d'exception, et c'est ce que sera, justement, Juan d'Autriche. Charles Quint, le grand empereur, séjourne à Ratisbonne, en Allemagne, entre 1546 et 1547. Il organise et assiste aux différents conciles censés ramener la paix entre protestants et catholiques en Allemagne. Homme de plaisir qui ne manquait jamais de boire 2 pintes de bière dès son réveil, veuf depuis de nombreuses années, l'empereur passe quelques nuits avec une certaine Barbara Blomberg, tantôt présentée comme une lessiveuse, parfois comme une femme de petite vertu. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, elle met au monde Geronimo, un fils naturel de l'empereur, le 24 février 1547. La mère, peu désireuse de s'encombrer d'un bébé, va très vite réclamer revenus et indemnités qui lui seront accordés pour garder le silence sur l'identité du père. Geronimo, lui, est rapidement retiré à sa mère pour être adopté officiellement par un fidèle de Charles Quint. Direction l'Espagne en 1550 où il grandit en petit enfant sauvage jusqu'en 54. Il est ensuite confié à Luis Méndez de Quirada, Don Luis, et Donna Agdalena, une femme d'une immense culture qui fera office de véritable mère. Elle lui enseigne tout ce qu'un fils de la très grande noblesse doit savoir, pendant que Don Luis fait son éducation politique et militaire. Il lui parle de l'empereur, le plus grand souverain de son temps, vainqueur des Turcs et des Français, et souverain du Nouveau Monde. En 1556, Charles Quint abdique. Son royaume d'Espagne ira à son fils Philippe II et l'empire d'Autriche à son frère. Il se retire dans un monastère en Espagne dont le climat lui va si bien et soulage ses rhumatismes. N'imaginez pas Charles Quint comme un ermite vivant seul comme un moine. Il est très confortablement installé dans une riche demeure à côté du cloître, entouré de sa cour et de ses conseillers. Il le sait, sa fin approche et il veut mettre ses affaires en ordre. Il fait venir à lui le petit Geronimo, qu'il n'avait encore jamais rencontré. Ce dernier s'embellit avec les années, son intelligence et sa vivacité d'esprit sont reconnus. Il a désormais bien conscience qu'il n'est pas un enfant comme les autres, que les mystères de sa lignée le situent en haut plutôt qu'en bas de l'ordre social. À l'été 1558, Charles voit enfin son fils, à qui on ne dit pourtant rien, ou en tout cas on ne révèle rien sur sa naissance. Il n'est encore qu'un enfant qui admire béat les toiles et les teintures flamandes qui ornent les appartements impériaux. L'ancien empereur, lui, ne peut cacher sa joie d'avoir un fils si vivace. Certes, l'entente entre Charles Quint et son aîné Philippe est très bonne. Mais le vieil homme s'inquiète pour sa dynastie car Philippe n'a qu'un seul fils, Don Carlos, dont il n'y a pas grand-chose à espérer, nous y reviendrons. En attendant, le vieil empereur Charles profite d'un bel été espagnol avec Geronimo, qui a compris de quoi il retournait. Enfin, il mesure son destin. En septembre, Charles s'éteint paisiblement. Quelques jours plus tôt, il avait reçu son fils, Geronimo, en tête-à-tête, seul pendant 2 heures. On ne saura jamais ce que Charles a pu lui dire. On peut toutefois penser qu'il lui a révélé le secret de leur lien, mais surtout ce que cette relation comportait de charges et de devoirs. Puisque l'idéal chevaleresque et la défense de la foi chrétienne ont été des moteurs de la vie de Charles, puis de Juan, on est en droit de penser que face à l'inéluctable, le vieil homme a soudain été pris par l'urgence. En opposition à un petit-fils qu'il refusait de voir tant il en était déçu, tous ses espoirs reposaient pour l'après-Philippe sur ce fils bâtard. S'ouvre alors la succession de Charles Quint. Succession qui se déroule à merveille puisque tous ses états et tous ses biens ont déjà été transmis ou répartis. En novembre, le nouveau roi d'Espagne, Philippe II, est mis au courant de l'existence de son demi-frère Geronimo. Vous l'avez souvent entendu ou lu, les histoires de bâtards finissent mal en général. Et pourtant, rien de tout cela ici.
Philippe se pliera avec plaisir aux volontés de leur père et prendra sous son aile ce jeune frère de 20 ans son cadet. La paix entre Paris et Madrid permet à Philippe, toujours en Flandre, d'enfin rentrer en Espagne pour régner. 1 an après l'ouverture du testament de son père, il rencontre enfin ce frère et le reconnaît officiellement, en octobre 59. Savez-vous bien quel est votre père ? Vous êtes le fils d'un homme illustre, l'empereur Charles Quint, qui est votre père et le mien. Le roi poursuit, s'adressant à sa suite. Je vous présente le fils de Charles Quint, mon frère, que depuis longtemps il me tardait d'embrasser et pour lequel j'ai préparé ce soir une fête au palais de Valladolid. Geronimo reçoit alors l'hommage des nobles présents et le roi lui donne son nouveau nom, Don Juan d'Autriche. Un nouveau chemin s'ouvre à lui, celui de la noblesse royale. Il demeure un bâtard, mais il est dévoré par l'ambition de faire ses preuves au combat. Juan presse Philippe de l'envoyer à la guerre contre les Ottomans ou les Barbaresques qui multiplient les raids sur la côte. Mais avant d'obtenir la gloire, il faut d'abord que je vous explique pourquoi Juan a été une bouffée d'air frais pour Charles Quint et pourquoi son frère Philippe a aussi beaucoup misé sur lui. Philippe, je vous l'ai dit, est le fils et héritier direct de Charles. Il a 20 ans de plus que Juan, il pourrait donc être son père. C'est pourquoi beaucoup en Espagne considèrent que Juan et Don Carlos, le fils légitime de Philippe, appartiennent à la même génération, et que donc ils pourraient tous les deux faire des héritiers de Philippe. Mais la comparaison est terrible. Don Carlos est méprisé par tout le monde. Il est petit, maigre, déjà trop consanguin. Contrairement à nous, il n'a que 4 arrière-grands-parents, et pas 8, car les branches se mélangent. Ses parents sont si proches génétiquement que c'est comme s'ils étaient demi-frères et demi-sœurs. D'ailleurs, sa grand-mère était déjà surnommée Jeanne la Folle. Elle avait été enfermée par son fils, Charles Quint, dans un château, pour qu'elle ne fasse de mal ni à elle, ni à personne d'autre. Bref, Carlos est débile, au sens littéral du terme. Son corps est disgracieux, sa tête énorme, disproportionnée par rapport au buste, et son caractère est terrible. Vous voyez peut-être le roi Joffrey dans Game of Thrones ? Eh bien c'est le même. Cruel, impulsif, colérique. Un jour, justement, pris d'un accès de colère, il tue à l'épée une vingtaine de chevaux dans les écuries du roi. Bref, à côté, Don Juan fait figure d'héritier providentiel si Philippe n'a pas d'enfant mâle, ce qui n'est toujours pas le cas. À part, évidemment, Don Carlos. Et étonnamment, Carlos et Juan sont amis. Ils feront leurs études ensemble. Juan sera pris de pitié pour ce pauvre neveu qui a son âge et que personne n'apprécie. De son côté, Carlos verra en Juan sans doute ce qu'il n'est pas. Un jeune homme charismatique, intelligent, valeureux. Il n'en sera même pas jaloux, puisqu'il se pense, peut-être à raison, par sa naissance légitime supérieure à lui. À sa mort, on retrouvera dans les papiers de Don Carlos une note classant ses amis et ses ennemis. Juan sera l'un des rares noms placés dans la colonne amis. Carlos subit un destin d'une tristesse inouïe. Rendez-vous compte, à force d'être ignoré par le roi, son père, il voudra s'embarquer pour l'Italie afin de prendre la tête d'un royaume, à Naples ou ailleurs. Il a noué des liens avec les rebelles de Hollande, peut-être pour les rejoindre. Le pauvre misérable, si seul, s'en va trouver Juan et lui demande de bien vouloir l'accompagner dans sa folle entreprise. Évidemment, Juan part chercher le roi pour le prévenir, pour qu'il empêche cette escapade insensée. La veille de son départ, Carlos demande à son écuyer de préparer les chevaux. Le dit écuyer va lui aussi prévenir le roi qui, cette fois, se décide à agir. Carlos s'enferme dans sa chambre, il se sait trahi, il s'entoure des armes qu'il a dérobées un peu partout. C'est son père en personne, accompagné de quelques grands, qui vient l'arrêter et qui le fait enfermer. Il mourra quelques mois plus tard, oublié de tous. Juan pleurera ce presque frère disparu, mais Philippe, lui, restera de marbre, face à ce que commandait la raison d'État. Pour sauver sa dynastie et la couronne, il a dû sacrifier son fils. Il n'en montrera jamais la moindre émotion. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands dirigeants. Résumons cette première partie. Bâtard de Charles Quint, Juan a finalement été élevé comme un fils de prince en Espagne. Il sait manier les armes, il a passé quelques années à l'université pour s'endurcir l'esprit. Avec la mort de Carlos, il devient l'un des jeunes nobles les plus importants d'Espagne, et donc d'Europe. Mais lui n'a pas envie de faire de la politique. Il veut se battre, défendre le roi, son frère, et la foi catholique, dans une Europe déchirée par les guerres de religion, et une Espagne au sein de laquelle vivent de nombreux morisques. Ces musulmans qui se sont convertis ou de force ou en faisant semblant. Et si Juan brûle d'aller s'attaquer aux barbaresques du Maghreb ou aux Ottomans, il va devoir faire ses preuves d'abord chez lui, sur la terre même du royaume d'Espagne.
Avant d'expliquer en détail comment et pourquoi les Morisques de Grenade sont entrés en guerre contre le roi d'Espagne, je vais d'abord revenir sur leur histoire et surtout, je vais vous expliquer en quoi ils posaient une question vitale pour la survie du royaume. En 1492, après 700 ans d'occupation musulmane, le dernier royaume mahométan d'Espagne tombe à Grenade face aux armées d'Isabelle et de Ferdinand II, les rois catholiques. Si l'autorité royale et chrétienne est établie, il va désormais falloir s'occuper de la cohésion du territoire. Souvenez-vous, on n'est qu'au XVIe siècle, l'idée nationale n'a pas du tout la force qu'elle a aujourd'hui. Les hommes commencent à peine à raisonner en fonction des appartenances nationales. C'est ainsi que des royaumes entiers peuvent passer sous l'autorité d'un souverain qu'on qualifie aujourd'hui d'étranger. Pour simplifier, disons qu'il y a l'autorité féodale, celle du seigneur sur ses gens, et celle du roi sur tous ses sujets. Un point c'est tout. Et encore, la monarchie absolue n'existe pas encore, les nobles restent très indépendants. Mais donc, la seule appartenance commune, celle qui crée une communauté, au-delà de l'autorité, c'est la religion. C'est d'ailleurs pourquoi on laissera finalement aux princes allemands la possibilité de choisir leur religion, en l'occurrence protestante, et de l'imposer à leur sujet. Un royaume avec deux religions ne pouvait pas, dans les esprits de l'époque, fonctionner. La tolérance, celle d'Henri IV en France, ne voit le jour qu'un siècle plus tard. Et elle sera révoquée après par Louis XIV. Tolérer des communautés religieuses différentes constituait une insulte à la fois majoritaire, protestante ou catholique d'ailleurs, mais aussi créer un danger, des zones que ne pourrait contrôler le pouvoir du roi et qui seraient en plus, ou en tout cas, du coup, par conséquent, propices à la révolte. Voilà pourquoi les rois catholiques, dès 1492, ordonnent l'expulsion des musulmans et des juifs, sauf s'ils se convertissent. Quand je dis les rois catholiques, on parle en Espagne, évidemment. Isabelle pariait d'ailleurs sur un grand nombre de conversions par les juifs d'Espagne, et elle a eu raison, puisqu'on estime qu'ils furent environ 250 000 à se faire baptiser. Les morisques, les descendants de musulmans, sont encore plus nombreux, environ 150 000 uniquement à Grenade, 135 000 à Valence, 60 000 en Aragon. Ils sont eux aussi contraints de se convertir ou de s'exiler. Mais le pouvoir royal n'insiste pas lourdement. On veut sauver les formes, voilà tout. Les musulmans peuvent continuer d'exercer leur culte aussi longtemps qu'ils font semblant d'être catholiques. Dès lors, ils constituent des communautés qui peuvent s'ériger en contre-pouvoir. Dans le sud, notamment, où ils sont concentrés, ils posent un vrai problème à l'autorité du roi qu'ils s'amusent à défier. Dans le centre de l'Espagne, où ils sont peu nombreux et donc très discrets, ils s'assimilent progressivement et les populations locales les tolèrent car ils ne portent aucune revendication. Malgré leur interdiction, à Grenade, les livres arabes continuent de circuler et alimentent la résistance des morisques contre le pouvoir, voire parfois nourrissent la haine du catholicisme. Dans ces régions, on continue ouvertement de respecter les obligations alimentaires musulmanes, mais Charles Quint, à cette époque, a trop à faire en Allemagne et en Italie pour s'en soucier sérieusement. Philippe II, arrivé sur le trône, veut rétablir son pouvoir et son autorité et il veut que les musulmans s'assimilent. En 1566, il interdit de parler arabe, de rédiger des documents officiels et des contrats dans cette langue. Les fêtes traditionnelles musulmanes, le voile et le turban, sont eux aussi interdits. Enfin, ceux qui portent des prénoms musulmans devront en choisir un de tradition chrétienne. Le roi d'Espagne doit défendre la foi et sa souveraineté. Il veut simplement rétablir l'ordre et faire respecter les lois de son pays. Et là, devinez, qu'ont-ils fait les morisques ? Eh bien, méga surprise, ils ne se sont pas pliés. Ils n'ont pas respecté les ordres du roi, leur seigneur, leur souverain. Non, ils ont entamé une révolte. Et ils l'ont commencé en égorgeant des civils. Alors qu'il avait pratiqué une politique de tolérance à leur égard, en tout cas à l'échelle de son époque, Philippe II est contraint de taper du poing sur la table car les morisques se moquent de lui et défient son autorité. Ils le font d'autant plus volontiers que les puissances musulmanes de Méditerranée les soutiennent. On compte sur des hommes, des armes et des fonds venus d'Alger et de Constantinople pour alimenter la résistance. Avant de se plonger dans le détail de la révolte, je dois vous relater un épisode de la vie de Don Juan qui dit beaucoup de son état d'esprit. En 1565, l'ordre des chevaliers de Malte appelle la chrétienté à son secours. Toute la flotte ottomane se dirige vers l'île. Malte, c'est la pointe avancée de la chrétienté en Méditerranée. Si l'île est conquise, toute la mer orientale sera sous le joug ottoman. Plus rien ne s'opposera à leur avancée en Europe, alors qu'ils ont déjà à l'ouest la main sur Alger et sur Tunis. Le nouveau pape, Pie V, élu en janvier 1566, veut faire de la lutte contre les Ottomans une priorité.
Soliman attaque l'île de Chio en 1566. La même flotte va attaquer Corfou au large de la Grèce, puis Raguse en Sicile. Les barbaresques, aux ordres du sultan, entament de vastes campagnes de pillage et de piraterie sur les côtes d'Espagne. Quand Juan apprend l'attaque en Sicile, son sang ne fait qu'un tour. De nuit, avec 2 amis comme un brigand, il prend la route direction Barcelone. On espère y trouver là-bas une galère, prête à partir pour Malte. Le roi l'apprend et entre dans une colère noire. Des courriers sont envoyés dans toute l'Espagne pour lui ordonner de s'arrêter. Juan écrit alors ces mots à Philippe. « Mon expédition est pour le service de Dieu et du roi mon maître, et pour le bien de ma réputation, je ne saurais y renoncer. » Juan fonce vers son destin, celui d'enfin prendre les armes contre les infidèles. Surtout, il est encouragé dans son aventure par de nombreux jeunes nobles en quête de guerre. Il partira à Troyes et par un prompt renfort se trouvèrent 500 en arrivant au port. Mais il ne reste aucune galère à Barcelone. La dernière a mis les voiles quelques jours auparavant. Juan s'effondre devant la mer, hurle de douleur, de rage et de honte contre les envoyés de son frère le roi, chargés de le ramener dans la capitale. Son rêve lui a été arraché. À son retour à Madrid, Philippe ne le punit pas. C'est le propre d'un cœur jeune et noble de brûler d'une ardeur que rien ne doit arrêter. Philippe console son frère et tâche de le faire patienter avec ces mots. « Je veux que tu saches que pour atteindre ton sommet, il n'existe pas d'autre chemin que celui qui est indiqué et prescrit. Allons, ta prompte soumission rapide et ta déférence ont beaucoup modéré mon indignation. » Il n'aura pas longtemps à attendre. En décembre 68, Ben Faraj prend la tête des révoltés musulmans dans la région montagneuse des Alpujarras, dans le sud de l'Espagne. Il se fait connaître en égorgeant 40 soldats du roi. Rapidement, les affrontements se multiplient. Les rebelles reçoivent des renforts du Maghreb. Ils se feront connaître par le massacre exhaustif de villages chrétiens. Les prêtres, les moines et les couvents sont particulièrement visés, et les récits d'horreur parcourent toute l'Espagne. Ici, un religieux ébouillanté, là, un curé farci de poudre et explosé, des civils enterrés vifs, l'enlèvement de femmes destinées au harem de l'Orient. En réponse, Philippe envoie ses troupes d'élite, ses tertios. Mais habitués aux grandes batailles rangées entre armées conventionnelles, ils sont incapables de mener une guerre efficace. Les insurgés se dissimulent parmi la population qui les soutient, les arment et les cachent dans des villages perdus au fond des vallées isolées et inaccessibles. C'est déjà une guérilla et une guerre sainte, un djihad qui ressemble, et vous me pardonnerez l'anachronisme, à la guerre d'Algérie du XXe siècle. Faute d'adversaires à combattre, l'armée du roi va faire comme toutes les armées régulières dans cette situation, la terre brûlée. Les villages fournissent vivres et renseignements. Ils seront réduits en cendres et leurs réserves réquisitionnées. Ces guerres-là sont souvent longues, difficiles et sans gloire. Par-dessus tout, elles n'apportent pas de victoire décisive. En mars 1569, Philippe se résout enfin à faire appel à Juan et l'envoie à Grenade pour prendre la tête de ses armées. Juan comprend immédiatement que les rebelles sont financés par les morisques de la ville de Grenade, des milliers de commerçants aisés qui les soutiennent, tout en jurant, en même temps, fidélité au roi, la main sur le cœur, devant Juan. D'autant que la stratégie de Madrid reste de tout faire pour se concilier cette population musulmane qui n'a pas encore formellement pris les armes. Cette politique est néanmoins vouée à l'échec. Tant que les mannes financières ne leur seront pas coupées, les révoltes pourront continuer. Les révoltés pourront continuer à égorger civils et militaires dans les régions montagneuses. En juin, le roi accepte la proposition de Juan d'expulser les morisques du quartier nord de l'Alhambra. Tous les hommes de 10 à 60 ans sont envoyés en Castille. 3500 partent en exil. Ils sont suivis de 10 000 femmes et enfants qui ne veulent pas être séparés de leur père. Les hommes, les plus jeunes, dans la force de l'âge, prennent eux la route des montagnes pour rejoindre les troupes rebelles. Si l'expulsion s'avère efficace militairement, puisqu'elle coupe des fonds aux insurgés, elle radicalise encore un peu plus les deux camps. En montagne, les morisques remportent quelques victoires, accompagnées de plusieurs massacres de civils qui choquent les contemporains. Un des chefs rebelles, se sentant suffisamment fort, souhaite entrer en pourparlers avec Juan pour traiter des conditions d'une paix. Il se fait assassiner par ses lieutenants quelques jours plus tard, dans son sommeil. Avec lui, disparaît la dernière chance des négociations. Le roi décrète alors une guerre de feu et de sang. Il n'était jusqu'à présent question que de châtier les hommes ayant pris les armes. Les événements s'accélèrent. Juan prend définitivement le pas sur les autres capitaines et se voit rejoint par d'autres jeunes nobles de toute l'Espagne, déterminés à pacifier le royaume. C'est l'heure de l'offensive et des victoires pour les chrétiens.
Avant de vous raconter comment Juan a remporté une première bataille décisive, il faut que vous compreniez bien quel est le cadre intellectuel de son action. Le 30 décembre, la veille de son départ de Grenade avec 4000 hommes, Juan passe la nuit à prier devant le tombeau d'Isabelle et Ferdinand, les rois vainqueurs des musulmans en 1492. Et il le fait savoir, le signal est clair. La guerre qu'il s'apprête à mener n'est que la continuation de la Reconquista, la page la plus glorieuse de l'histoire de l'Espagne. 60 ans après, il est temps de finir le boulot et Dieu donnera la victoire aux soldats qui défendent la vraie foi. Religieuse et déjà nationale, la guerre que Juan va lancer est à la fois la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle ère. Mais avant tout cela, les 4000 soldats du roi doivent s'emparer de la ville de Galeyra, une forteresse construite par les ingénieurs turcs, juchée sur un éperon rocheux réputé imprenable, défendue par 3000 morisques. Avec des mines et des batteries d'artillerie, les Espagnols parviennent à ouvrir une première brèche dans les murailles. Les assaillants creusent des tranchées dès qu'ils le peuvent et paient un prix lourd pour la moindre avancée dans les rues de la ville. Chaque maison est transformée en forteresse, chaque rue devient un charnier. Après une journée de combat ininterrompu, Juan ordonne le repli. Il fait réaliser 2 nouvelles mines souterraines qu'on fera sauter au moment opportun. Le 27 janvier, 2 fausses attaques sont lancées sur ces 2 points. Les défenseurs se rassemblent en masse pour repousser les assaillants sur ce point précis. Et évidemment, c'est à cet instant que les mines explosent et font un carnage parmi les morisques. Il en faudra une 3e de mine, le 10 février, qui abattra, elle, plusieurs maisons pour que la brèche soit exploitable et exploitée par les Espagnols. Ils investissent la ville rapidement, Juan à leur tête, qui prendra d'ailleurs une balle dans les côtes à cette occasion. Le massacre après le combat marquera Juan, qui écrira à son frère que l'Afrique a pleuré mais l'Espagne n'a pas ri, traduisant par cette litote son embarras devant le comportement de ses soldats. Comportement qui s'explique d'ailleurs, aussi par le caractère sacré de leur combat. 7 siècles d'histoire pour la liberté les dominent et pèsent sur leur épaule. Participer à ce qu'on appelle aujourd'hui des exactions constitue, pour l'époque, plutôt une fierté qu'une honte. Les 3000 morisques sont tués et 5000 civils faits prisonniers. La ville est détruite, les murs rasés, le sel répandu sur les ruines répétant le rituel des Romains à Carthage. Le 19 février, Juan se présente sous les murailles de Céron, occupées par les rebelles depuis 7 mois. Ivres de leur victoire, ces soldats donnent l'assaut, sans que l'ordre ne leur en a été donné. Évidemment, ils tombent dans un traquenard. Les morisques leur ouvrent les portes et commencent à les encercler dans la ville. Ils refluent en désordre, l'affaire tourne au carnage. Juan s'époumonne au milieu de ses hommes pour établir un semblant de discipline. Il prend une balle dans la tête qui vient heureusement frapper son casque. Son père adoptif, qui lui a tout appris, Don Luis, trouve la mort. Après cette débâcle, à son grand étonnement, les défenseurs décident de sortir de la ville pour l'affronter sur la plaine. Enfin, Juan va commander une vraie armée, en bonne et due forme, comme on le lui a enseigné. Enfin, il va avoir sa bataille rangée, telle qu'elle doit être menée selon le code d'honneur de la chevalerie. Les Arabes n'ont pas vraiment de stratégie, ils foncent tout droit en espérant survivre. Juan avait évidemment prévu le coup et dissimulé sa cavalerie dans un bois non loin. Elle vient prendre l'ennemi à revers et l'enferme dans un anneau dont pas un ne sortira vivant. Cette fois, Juan a conquis la gloire et la renommée qu'il avait toujours recherchée. La guerre n'est pas complètement terminée. Quelques îlots de résistance en montagne devront encore être réduits, mais Juan veut vite en terminer. Il sait que sa croisade ne fait que commencer. Le roi, en accord avec Juan, ordonne l'expulsion des morisques de l'Andalousie vers le reste de l'Espagne. Ils veulent se débarrasser de communautés trop importantes. Elles seront toujours une menace pour la royauté et pour la chrétienté. Les Turcs et les barbaresques les utiliseront toujours pour déstabiliser l'Espagne. Le 1er novembre, les expulsés prennent la route. Juan n'apprécie pas cette image, ces longues colonnes de civils qui quittent leur foyer. Mais il a le sentiment du devoir accompli. Il écrit à une amie ces mots. Enfin, c'est fait. Quand bien même il n'y trouve aucune satisfaction personnelle. 4 décennies plus tard, Philippe donnera ordre à l'ensemble des morisques vivant en Espagne de quitter le territoire. Cette fois, ce sont 300 000 personnes qui s'exileront. Juan a déjà l'esprit ailleurs, vers la Méditerranée orientale où une autre gloire l'attend. Avant de passer à l'épisode de Lépante, faisons un peu le point. Juan, en l'espace de quelques années, est passé du statut d'anonyme, sans père, à frère du roi et fils d'empereur. Et le voilà désormais consacré comme l'un des plus brillants guerriers de son temps. C'est grâce à lui que l'Espagne a accompli sa plus belle mission, restaurer sa souveraineté sur l'intégralité de son territoire, après avoir combattu les faux chrétiens mais vrais musulmans, soutenus par les Turcs et les Arabes. Il n'en a pas conscience, mais le destin a fait que ce serait lui, Juan, qui à la fois mènerait les premiers sièges modernes, avec des mines et de l'artillerie,
puis quelques mois après dirigerait la dernière bataille navale de type antique, où les navires ne sont encore que des plateformes pour des batailles d'hommes armés. À terre, ce ne sont plus tant les effectifs ou la cavalerie qui fixent le sort, mais plutôt la puissance de feu, le nombre de bouches d'artillerie et leur calibre. La poudre a définitivement pris le pas sur le fer, et les Ottomans s'apprêtent à en faire l'amère expérience, à l'occasion d'une des plus cruelles défaites de leur histoire, où Rouen entrera définitivement dans la postérité. Avant de défaire la flotte ottomane, l'Europe a déjà dû apprendre à s'unir. Ça ne va pas de soi sur ce continent, où les égoïsmes nationaux ont trop souvent pris le pas sur la défense de notre civilisation. Et pourtant, des leçons auraient dû être apprises. Petit retour en arrière. En 1453, Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, est assiégée. Ça fait bien des années qu'elle est mal en point. Les Ottomans ont pris pied sur le continent européen et peuvent mener l'assaut sur les deux fronts. Ça fait déjà des années que les Ottomans ont envahi les Balkans. Les Byzantins appellent à l'aide, et contrairement à l'adage populaire, ils ne discutent pas du sexe des anges, mais se défendent avec vigueur contre les barbares à leur porte. En Europe, personne ne les entend, personne ne leur vient en aide, en dehors de quelques centaines de courageux. 1453, c'est l'aboutissement des victoires musulmanes qui s'accumulent depuis déjà 2 siècles. En 1291, c'est le royaume chrétien de Jérusalem qui est balayé par les Arabes. Puis ensuite les Mongols et les Ottomans déferlent en Asie mineure. À chaque étape, la chrétienté recule, perd du terrain, se voit acculée au Bosphore. Rapidement, ceux qu'on va appeler les Turcs vont conquérir aussi les Balkans, asservir la Grèce. Belgrade tombe en 1521, la Hongrie en 1526. Constantinople conquise, les Turcs vont pouvoir déferler en Europe. Sur mer, leur flotte puissante s'appuie sur des galères garnies d'esclaves chrétiens, très souvent dirigés par des renégats, ces chrétiens passés à l'ennemi, convertis à l'islam. Désormais, c'est à la République de Venise et à l'Autriche de sentir le souffle du sultan sur leur nuque. Vienne est assiégée en 1529 par Soliman le Magnifique, sans succès. C'est après cet échec-là, justement, que le sultan décide de porter ses efforts sur les conquêtes maritimes. Il porte la guerre sur Malte, Venise, mais aussi la Sicile, la Sardaigne, Naples, qui sont des possessions espagnoles. Heureusement pour tous ces pays-là, le successeur de Soliman est Sélim II. Son surnom, c'est l'ivrogne. Il préfère passer son temps au harem qu'à exercer le pouvoir. Philippe II, le roi d'Espagne, est réticent à s'engager dans la guerre sainte que le pape appelle de ses vœux. Pour lui, le problème, ce n'est pas le Turc, mais le Maghrébin, qui a soutenu les Morisques et qui pille régulièrement ses côtes. Le danger pointe. Une flotte turque se dirige vers Malte. En septembre 1568, des espions turcs font exploser les magasins de poudre de Venise et réduisent en cendres les magasins d'armes. Partout, on le sent, la guerre arrive. Alors on se hâte, on accélère. À Gênes, Venise et Naples, on fait le maximum pour se réarmer en urgence. On parvient même à mettre à l'eau des galéas, ces énormes navires de guerre, de véritables forteresses flottantes, qui sont capables de transporter 1000 hommes et 40 canons. Le pape, lui aussi, accentue ses efforts. Dans la plus pure tradition française, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis tournent le dos à l'Europe, et donc au pape. Ils sont trop attachés à l'alliance avec le sultan, hérité de François Ier, qui permet à Marseille de bénéficier de l'exclusivité du commerce avec l'Afrique du Nord. L'empereur d'Autriche n'est pas en capacité, lui, de réunir des forces conséquentes, ni de prendre la direction des opérations. Ses princes protestants ne lui permettraient pas. La guerre vient par une ambassade diplomatique. Ou plutôt, par une convocation du plénipotentiaire de Venise par le sultan. La Sublime Porte, la Turquie, exige que Venise lui cède l'île de Chypre. On rappelle au passage qu'à ce jour encore, un État souverain européen a été amputé illégalement de la moitié de son territoire, occupé par l'armée turque, à Chypre. Bien, il y a 500 ans, c'était déjà la volonté des Ottomans. Venise, évidemment, refuse. C'est donc la guerre. Contrairement à aujourd'hui, des milliers d'Européens sont prêts à mourir pour Chypre. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'appel lancé par le Sénat de la République de Venise aux nations chrétiennes. Vous, soldats, à quelle race appartenez-vous qui ne soit digne de louange? Quelle nation parmi les vôtres qui ne s'honore de qualités physiques et spirituelles? Si nous y regardons bien, nous voyons le Hongrois endurant et assuré dans les coups qu'il porte. L'Allemand a l'âme généreuse et terrible dans la mêlée. Le Français
avide de panache et de gloire. Un homme au grand cœur, l'Espagnol courageux et avisé. Enfin, l'Italien adroit, ardent et prudent. La prochaine fois qu'un idiot vous explique que l'Europe n'existe pas, vous lui citerez cette phrase. Si l'appel est entendu, ça n'empêche pas les Turcs de débarquer 100 000 hommes à Chypre et de s'emparer de Nicosie en septembre 1570. Il faut du temps pour organiser la croisade. Philippe II en Espagne rassemble ses galères sous le commandement maritime du célèbre corsaire génois, le chasseur de Barbaresque Gian Andrea Doria. En septembre, les flottes espagnoles, celles de Venise et du Vatican, se rassemblent au large de la Crète. Près de 200 galères sont escortées par 11 galéas dont les Ottomans sont dépourvus. En mars 71, c'est cette fois officiel. La Sainte Ligue est reconstituée et les signataires promettent de ne point se séparer sans avoir battu le Turc. Juan s'embarque pour Naples le 1er août. À son arrivée, le cardinal lui remet la bannière de la Sainte Ligue avant de le consacrer premier chevalier de la chrétienté. Il n'est plus seulement un soldat, il est le symbole vivant de la résistance chrétienne à l'oppression musulmane. Vous allez me dire, à raison, comment Juan peut-il diriger une flotte aussi nombreuse alors qu'il n'a aucune expérience de la guerre ? Tout le monde le sait, personne n'est évidemment assez fou pour lui confier le commandement des opérations sans qu'il soit bien entouré, avec des marins chevronnés comme Doria, dont j'ai parlé plus tôt, ou Marc-Antonio Colonna, l'amiral du Vatican. À Messine, 300 navires, 30 000 soldats, 50 000 rameurs sont rassemblés pour constituer la plus grande flotte jamais vue. Les chrétiens ont l'avantage du nombre, mais surtout de la qualité. Les rameurs des navires chrétiens sont soit des prisonniers de droit commun, qui peuvent donc espérer être libérés, soit des volontaires. Chez les Turcs, ce sont exclusivement des esclaves, qui ont beau jeu d'entraver les mouvements du navire s'ils sentent leur maître proche de la défaite. Évidemment, vous feriez comme eux pour vous libérer. La flotte ottomane quitte Constantinople mi-juin. Les croisés quittent Messine début septembre. Chaque navire est béni par le pape en personne. Juan quitte le port en dernier sur sa réale, son navire amiral. Autour du cou, il porte le reliquaire de la Sainte Croix. À son mât, il a fixé un crucifix sauvé des flammes par son père adoptif, Don Luis, lors d'une bataille contre les morts. Il ne l'a pas quitté depuis l'âge de 12 ans. C'est une relique, un talisman et le témoignage de son irrépressible ardeur à combattre les musulmans. À cet instant du récit, il faut que je vous explique un peu comment se déroule une bataille sur mer au milieu du XVIe siècle. Si vous aviez en tête les grands trois-mâts de nos corsaires ou des pirates des Caraïbes, il faut vous sortir cette image de l'esprit. Normalement, comme depuis la Rome antique, les navires ne sont que des moyens de transport. Ils sont faits pour se rentrer dedans afin que des hommes jettent des passerelles entre les bateaux, se battent sur ces passerelles et s'emparent du navire ennemi. C'est la règle depuis plus de 1000 ans. Mais cette règle-là commence à changer. Là aussi, la révolution de l'artillerie est passée par là. Et ça, les Turcs n'y sont pas préparés du tout. Les monstres marins, les galéas des chrétiens, les Turcs les sous-estiment. Ils n'y croient pas. Ils pensent que ce sont des bateaux un peu comme les autres, avec un peu plus de canons. La réalité, c'est qu'ils vont se retrouver un peu comme des fantassins qui chargent un tank. Vous imaginez le résultat. Et malgré tout, les Européens ne sont pas passés loin de la défaite. Le 7 octobre, Juan aperçoit la flotte ottomane au large de Lépante. Lépante, pour vous situer un peu géographiquement où on est, c'est en face de la presqu'île du Péloponnèse, tout au sud de la Grèce, dans un étroit couloir qui débouche sur Ithaque, l'île du légendaire Ulysse de l'Odyssée. Malgré les conseils de Doria, qui préfère faire demi-tour, qui aurait préféré faire demi-tour plutôt, Juan veut livrer bataille. Les Turcs sont plus proches de leurs magasins et ont disposé des batteries côtières, peu lui importe. Il les terrassera avant qu'ils ne puissent s'enfuir. En tout cas, il en fait le pari. La mise en ligne des navires prend toute la matinée. Sur plusieurs kilomètres, entre 4 et 5 kilomètres, derrière une rangée de galéas, les galères chrétiennes se mettent côte à côte, prêtes à charger. Les Turcs en face font de même, mais sur une encore plus grande distance. Juan descend alors dans une barque, parcourt toute la ligne en brandissant son crucifix. Il hurle à ses hommes de faire leur devoir. Ouvrez les guillemets. Ce jour est celui où la chrétienté doit montrer sa puissance pour éteindre cette secte maudite et remporter une victoire sans précédent. Battez-vous, battez-vous au nom du Seigneur et votre gloire sera immortelle, que la victoire ou la mort vous attendent. Déjà, les Turcs commettent une erreur dont ils ne se remettront pas. Au lieu de tenter d'encercler la ligne chrétienne, de l'envelopper, de contourner les galéas, les Ottomans choisissent le choc. Leur puissance de feu est pourtant beaucoup plus faible et aurait dû les en dissuader. Ils n'ont que 750 canons contre 1800 pour les chrétiens.
Malgré ce choix catastrophique, ils ne sont pas passés loin de l'emporter. Le décor est en place, les deux lignes se font face, séparées d'à peine 1 kilomètre. Le feu de l'enfer peut se déclencher. Juan hisse la bannière de la Sainte Ligue, c'est le signal. En face, celle du prophète, barrée des versets coraniques, ceint le mât d'Ali Pacha, l'amiral ottoman. Les janissaires hurlent à s'en rompre la voix, ils sautent et frappent le bois pour se donner du courage et effrayer leurs ennemis. Immédiatement, les canons crachent la mort. La poudre remplit l'air, les yeux et la gorge de tous les soldats. Les Ottomans sont soufflés par cette entrée en matière, leur attaque est arrêtée net par la puissance de feu des galéas. Sur l'aile droite, le capitaine turc Uluç Ali fonce vers le sud. Doria, face à lui, pense qu'il fuit et se lance à sa poursuite. Déjà, après quelques minutes seulement, plusieurs galères turques sont coulées. De tous côtés, l'alignement est rompu. Juan, protégé par les galéas qui permettent aux chrétiens d'opérer comme ils le veulent, fonce vers le navire amiral ennemi. C'est l'abordage, l'affrontement. Enfin, les tercios espagnols rencontrent les janissaires turcs. Sur l'aile gauche, les chrétiens dirigés par Colonna prennent le vaisseau turc, commandant cette partie du front. Le reste de la flottille tente alors de s'enfuir. Ils vont vers la terre et débarquent, mais des soldats européens les attendent. Et pas un n'en sortira vivant. Au centre, la bataille est encore indécise. Ils sont 800 dans une mêlée furieuse où on ne voit à peine plus d'1 mètre entre la poudre, les cris, le sang et les explosions. Les hommes de Juan sont d'un coup repoussés par les janissaires qui commencent à investir la réale. Juan se bat comme un lion, entouré de fidèles, au pied de son mât, acculé de toutes parts. Plusieurs témoins pensent que c'est la fin. La réale est submergée. Le pied de Juan est brisé par un cimeterre. Un de ses lieutenants tombe mort dans ses bras. L'histoire aurait-elle choisi son camp ? Heureusement, l'erreur initiale des Ottomans va permettre de faire basculer la bataille. Déjà, les renforts arrivent de l'aile gauche. Colonna fonce droit sur le navire d'Ali Pacha et le percute si violemment qu'il se fracasse en deux. La panique gagne les janissaires. Ils refluent en masse sur ce qu'il reste de leur bateau. Ils sont isolés, aucune galère turque ne peut approcher, tenue en respect par les galéas. Pris entre les feux des arquebuses de centaines de chrétiens, les janissaires s'écroulent les uns après les autres. Ali Pacha, le chef de toute la flotte, tombe lui aussi, la tête emportée par un boulet de canon. On amène l'étendard du prophète en pensant que ça suffirait à faire fuir le reste des galères musulmanes. Sauf que sur l'aile droite, le combat tourne à l'avantage des orientaux. Rappelez-vous, je vous racontais qu'Uluç Ali avait pris la route du sud, s'éloignant ainsi du centre du combat. Le génois Doria, qui lui faisait face, entamait la poursuite et rompait l'alignement. Il ne savait pas, mais il était tombé droit dans le piège d'Ali. Doria manœuvre large pour couper toute retraite aux Turcs, mais il manœuvre trop large. Soudainement, Ali se retourne et se précipite derrière les galères de Doria, qui ne protègent plus le centre du dispositif chrétien. Comme un pirate, Ali attaque les galères chrétiennes les unes après les autres, en surnombre. Rien ne semble devoir l'arrêter. Il fonce droit vers la réale de Juan, déjà bien affaibli. Juan, lui, essaie de remettre un semblant d'ordre chez les soldats quand il aperçoit le danger. Il pensait déjà la partie terminée, la plupart de ses hommes avaient commencé à se diviser le butin. Doria tente de rattraper les Turcs qui lui filent entre les doigts. Heureusement pour les chrétiens, Ali renonce à son assaut. Il est loin d'être idiot, ce Calabrais d'origine. Il sait qu'il a piqué son ennemi, qu'il lui a fait mal, mais qu'il n'est pas en capacité de l'emporter. Il craint trop les galéas pour continuer sa progression, et il préfère rompre le combat, tout en sauvant plusieurs galères turques qui allaient être prises. Ce serait d'ailleurs à ce moment qu'un certain Miguel Cervantes, le plus célèbre auteur espagnol, prit 3 coups d'arquebuse. Ali est le seul à avoir compris l'erreur turque. La puissance de feu de la Ligue surpassait celle des Ottomans trop largement. Au lieu de foncer droit devant, comme d'habitude, il aurait mieux fallu contourner, envelopper la flotte chrétienne, ou simplement renoncer à combattre, ici, à cet endroit-là, et se rapprocher des batteries côtières qu'ils avaient installées. Pire encore, aucun Ottoman n'avait fait attention aux dernières innovations inspirées par Juan. Il avait équipé ses hommes de casques, les Turcs ne se couvraient que d'un turban. Ces canons étaient braqués non sur les mâts ou le pont des navires ennemis, comme l'étaient ceux des Ottomans, mais sur la ligne de flottaison. Cette fois, la victoire ne fait plus de doute. La chasse à la galère turque isolée est lancée. Les rameurs des Turcs, des chrétiens donc, lèvent leurs rames et bloquent l'avancée de leurs navires pour être sauvés. Parfois, ils brisent leurs chaînes et vont égorger leurs geôliers. Il est 17h. Le combat a duré 5 heures. À cet instant précis, il se passe 2 miracles. Le premier, c'est l'orage, qui menaçait depuis le début de la journée et qui s'abat soudainement sur les combattants. S'il s'était déclenché quelques heures plus tôt,
Jamais la bataille n'aurait pu avoir lieu, et donc jamais les chrétiens n'auraient pu remporter cette aussi brillante victoire. Le second, de miracle, se tient à quelques milliers de kilomètres de là. Dans une salle richement décorée, où des hommes en soutane s'affairent fébrilement, en attendant le résultat du combat décisif qui se joue en mer, un homme lève les yeux au ciel et se dirige vers la fenêtre est. Le regard au loin, des larmes coulent sur ses joues, il se retourne vers ceux qui l'entourent et souffle dans un murmure à peine audible « La victoire est à nous ». Cet homme, c'est Pie V, le pape qui a rendu cette victoire miraculeuse possible et sauvé en même temps la chrétienté d'une apocalypse. À l'heure du bilan, la victoire est totale. 30 000 Ottomans ont péri, 8 000 sont prisonniers, 130 galères capturées, 60 coulées, 400 canons sont récupérés. 12 000, je dis bien 12 000 rameurs chrétiens ont été libérés et sauvés d'un destin infernal. Côté chrétien, à peine une douzaine de galères étalées par le fond. Le butin est faramineux. Et tous, du simple marin au pape ou au roi d'Espagne, en reçoivent une part. Juan entre au panthéon des soldats, aux côtés des grands capitaines de son temps, mais surtout avec les grands généraux de l'histoire de l'Europe. Des Te Deum résonnent dans toute l'Europe pour célébrer la victoire, dans tous les pays, sauf un seul. Devinez lequel ? La France, évidemment. La grande alliée du sultan craint pour son intégrité. Les Espagnols avaient déjà la réputation d'être les meilleurs soldats sur Terre, après leur victoire à Pavie et Saint-Quentin. Voilà désormais qu'ils se mettent aussi à remporter des victoires maritimes. Les armes espagnoles sont alors considérées comme les plus puissantes du continent. Le 7 octobre 1571 marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. D'abord, plus jamais les chrétiens n'auront de complexe d'infériorité face à des Ottomans réputés jusqu'alors invincibles. Les Européens relèvent la tête, les janissaires ne nous impressionnent plus. De son côté, l'Empire ottoman a subi un coup très dur. Bien sûr, il n'est pas touché en son cœur. Il n'a pas menacé de s'effondrer. Comme ça aurait été le cas d'ailleurs pour une partie de l'Europe, si jamais les Turcs avaient gagné. Mais la secousse est inédite. Sélim II aurait eu si peur qu'il aurait envoyé son trésor à Bursa, avec les femmes et les jeunes enfants mâles du sérail. Les défenses d'Istanbul sont renforcées tant on craint que la Sainte Ligue n'apparaisse à l'horizon. La panique est injustifiée. La paix sera rapidement signée entre Venise et l'Empire ottoman en mars 73. Une paix honteuse, faite en secret de ses alliés, une paix séparée, par laquelle Venise reconnaît une défaite militaire qui n'existe pas. Venise cède même Chypre, c'était donc bien la peine de déclencher la guerre, et verse en plus 300 000 ducats au sultan. Toutefois, l'expansionnisme turc en Méditerranée occidentale marque un coup d'arrêt important. Jamais la marine ottomane ne se remettra de la perte des dizaines de milliers de marins hautement qualifiés. Jamais la Méditerranée occidentale ne redeviendra un terrain convoité. Retour en Espagne pour Juan sur les ordres de son frère, après un petit détour par la Tunisie, que je vais vous raconter dans la prochaine partie. Désormais, Juan ne cache plus ses ambitions. Au Maghreb, aux Pays-Bas ou en Angleterre, peu lui importe la terre, pourvu qu'il ait une couronne. Il estime avoir bien servi son roi, et il veut être reconnu à sa juste valeur. Malheureusement, et c'est le destin des héros intègres et loyaux, sa fidélité l'empêchera d'accomplir son rêve. Avant de passer à la fin de sa vie, je vous l'ai dit en introduction à peine 32 ans, je dois d'abord vous raconter son dernier coup contre les Barbaresques. Rappelez-vous, le roi d'Espagne, Philippe II, a bien consenti à envoyer sa flotte en mer Adriatique, mais son principal ennemi n'est pas là. Tunis est l'une des bases principales des pirates musulmans qui opèrent des razzias dans toute la Méditerranée occidentale. Avec l'appui du pape, Juan parvient à convaincre son frère de financer une expédition à Tunis. 30 ans plus tôt, Charles Quint avait fait bâtir une forteresse à l'entrée du port pour en contrôler l'accès, et c'est elle qu'il faut reprendre. Juan y va avec deux ambitions. La première est d'affaiblir un peu plus l'ennemi musulman qui obéit aux ordres du sultan de Constantinople. Mais il espère aussi, avec le soutien du pape, obtenir la couronne de roi de Tunis. Son frère ne veut pas lui donner une couronne sur l'un de ses nombreux territoires ? Eh bien, il la prendra lui-même. 2 ans jour pour jour après les pentes, Juan débarque à Tunis, mais c'est pas la gloire qui l'attend, juste une vive déception. Il n'y a personne en face. Aucun combattant, aucune bataille épique. Les soldats ont fui. Il ne reste que les civils. Juan laisse ses soldats piller Tunis pendant une semaine entière, tout en protégeant les civils, à qui aucun mal ne sera fait.
Il traite les morts avec une clémence qui étonne autant les Espagnols que les musulmans eux-mêmes, qui s'attendaient à être expulsés ou passés au fil de l'épée. En réalité, les autochtones sont plutôt heureux de voir les chrétiens prendre la place des hommes du sultan, dont ils subissaient la cruauté et la prédation sans pouvoir se défendre. En réalité, et au final, ils se rendent compte que Juan ne les dérange pas trop. Il ne s'aventure pas dans les terres, il ne demande qu'à contrôler les entrées du port, pas plus. Il veut rester sur place, Juan. Il pense avoir enfin trouvé un royaume à sa mesure, relativement indépendant de l'Espagne, mais quand même dans l'orbite du roi Philippe II, à qui il veut rester fidèle. Mais à nouveau, son espoir est déçu, puisque son frère le renvoie dans ses quartiers napolitains. Juan enrage à juste titre, puisque juste après son départ, une expédition de 40 000 Turcs vient reprendre Tunis. Tout ça donc pour rien. Philippe ne reviendra pas sur sa décision, il a trop besoin de son meilleur capitaine pour lui octroyer un État. Quoi qu'il en soit, et si l'Afrique du Nord échappe encore au contrôle des chrétiens, le danger ottoman s'éloigne paradoxalement. Vous vous souvenez peut-être du surnom du sultan, Selim II ? Voilà, on l'appelait l'ivrogne. Eh bien, il est mort comme il a vécu. Il est tombé dans les escaliers, il était complètement ivre, et il se fracasse le crâne. Son fils, et donc son héritier, c'est un jeune indolent. Il laisse ses généraux diriger à sa place la politique de l'Empire, qui tourne son regard vers l'Est et vers la Perse plutôt que vers la Méditerranée. Résumons rapidement la situation de Juan. Il est le plus grand chef de guerre de son temps, il a sauvé la chrétienté en Europe de l'Est, il a repris le fief ottoman en Méditerranée de l'Ouest, et pourtant, sa légitimité politique n'est toujours pas établie. Il n'a toujours pas de terres à lui, il n'a toujours pas de domaine qui lui verse des rentes, il reste un simple bâtard. Il dépend à tous égards du roi. Cette situation lui est chaque jour un peu plus insupportable, mais pourtant jamais il ne franchira la ligne rouge de la rébellion. Il restera d'une fidélité exemplaire, car c'est son devoir et c'est son honneur. Avec son singe adoptif sur l'épaule, il parcourt les rues de Messine, il reste loin de la politique, qu'elle soit italienne ou espagnole. Il fait des plans sur la comète ou des châteaux en France, en attendant la suite. Des pistes s'ouvrent à lui. Malheureusement, il n'y résistera pas, au sens propre. De trouver sa voie et son royaume, il en mourra, d'épuisement, sans doute de tristesse aussi, sur le sol d'une ruine perdue dans la campagne des Flandres. Après des mois de lutte, il s'écroulera, sans jamais revoir l'Espagne. Avant ça, on lui aura fait miroiter le trône d'Angleterre, ou le gouvernement des Pays-Bas. Il y est allé d'ailleurs aux Pays-Bas, envoyé par Philippe, en mars 76. Sa mission est simple, ramener la paix dans ce pays qui se déchire depuis des années entre catholiques et protestants, mais surtout qui se déchire, avant tout d'ailleurs, entre le parti espagnol, fidèle à la couronne de Charles Quint et de Philippe, et les autres, tous les autres, qui réclament si ce n'est l'indépendance, au moins une très grande autonomie, et qu'on commence d'ailleurs à appeler les patriotes. Les Pays-Bas, c'est un chaos, une anarchie sans nom, le terrain de jeu des puissances européennes, anglaises, françaises, espagnoles, allemandes et autrichiennes. Mais aussi un pays livré à la colère des troupes, qui ne touche plus de solde depuis des mois. Au pillage de soldats espagnols répondent les révoltes de patriotes. À Anvers, les tercios volent et tuent sans limite. Un témoin raconte. On ne pouvait plus trouver à Anvers ni argent ni trésor, sinon entre les mains des meurtriers et des filles de joie. Car chaque Don Dieg se devait de se pavaner dans les rues avec sa putain parée de sa chaîne et de ses bracelets d'or. Juan manque de tout. D'argent, d'armes et de temps. Philippe et lui négocient un cessez-le-feu au rabais, cessez-le-feu qui ne tiendra que quelques mois. Juan écrit d'ailleurs qu'il n'a d'autorité sur ces sujets que celle que ces derniers veulent bien lui conférer. Comme Ahmed dans SS 117, il est toléré ici, toléré. Face à eux se dresse le prince d'Orange, Guillaume le Taciturne, qui parvient à fédérer pratiquement toutes les provinces derrière lui. Officiellement reconnu par les États, Juan vit un véritable cauchemar. Partout où il se rend, des émeutes éclatent. Partout où ses soldats stationnent, ils sont harcelés par des milices bourgeoises ou des bandes de rebelles. Il est obligé de fuir Namur et laisse le gouvernement vacant. Partout, à Gand, Lille ou encore Anvers, les citadelles érigées par les Espagnols sont démontées par la population. Juan est épuisé. Il écrit à son frère « J'ai le cœur brisé d'être dans cet enfer et forcé d'y rester. Jusqu'à présent, je n'ai été qu'une voix criant dans le désert. C'est parmi de telles peines et de tels dangers que je garde la chrétienté pour Dieu, les Pays-Bas pour le roi, mon honneur pour moi-même, et je tiens encore, mais par quel lien fragile. » Sa position militaire et politique est intenable. Orange repart en guerre
traverse les villes sur un parterre de fleurs. Il est accueilli en héros et en libérateur par le peuple. Le 7 décembre, Juan est déclaré ennemi de la patrie par les États. Il est déposé de tous ses postes et dignités après avoir pris la citadelle de Namur par roublardise. Une partie des provinces, fidèles à la monarchie mais néanmoins révoltées contre Juan, réclame au roi d'Espagne un héritier légitime, pas un bâtard. Sauf que Philippe n'en a pas encore, ou en tout cas pas en âge. L'empereur d'Autriche propose alors Mathias, son frère cadet, pour venir diriger. Une proposition bien accueillie dans les États catholiques qui l'attendent impatiemment. Débarque alors dans cette mêlée la reine de Navarre, la reine de France, Marguerite de Valois, qui vient proposer les services de son frère, François d'Anjou, pour prendre la tête du pays. La reine Élisabeth d'Angleterre propose, elle, le comte Palatin de Bavière, prêt à soutenir la cause protestante et à la tête d'une bonne armée. Les États généraux acceptent son offre, ce qui inquiète beaucoup le prince d'Orange qui redoute son fanatisme antireligieux. Désormais, il y a un parti d'unité nationale tolérant, avec Orange, un parti catholique favorable à Anjou, un parti anticatholique avec Jean-Casimir de Bavière, un parti impérial avec Mathias, qui est un gouverneur sans pouvoir, et contre tous le parti espagnol légitime de Juan. Il est oublié. Tous les autres négocient sans lui. Il réussit un dernier exploit militaire, la bataille de Gembloux, en janvier 78, où il met en déroute 15 000 Hollandais. Il se décide alors à reprendre toutes les villes perdues, grâce aux troupes milanaises arrivées en renfort. Au printemps, Philippe écrit aux États qu'il est prêt à céder et à nommer gouverneur Mathias ou Alexandre Farnèse, l'ami d'enfance et lieutenant de Juan. Mais l'anarchie qui règne empêche tout règlement pacifique. Juan alors repart en campagne mi-juillet, malgré l'affaiblissement général de sa condition. En septembre, pris de vomissements, pendant un voyage, il est emmené à dos d'homme pour se mettre à l'abri du froid. On ne trouve qu'un pigeonnier en ruine et un peu de paille pour faire son lit. Des tentures sont accrochées en hâte au mur pour essayer de retenir la chaleur. Farnèse, qui pleure à ses côtés, écrira « Héros de la chrétienté, terreur des infidèles, le voici sans argent, trahi et vaincu, gisant dans une cabane en ruine. » Juan parvient à dicter une lettre pour sa mère adoptive. Il pleure sur son sort et la décision du roi de, je cite, « l'avoir abandonné à mourir lentement dans ce pays que je déteste ». Juan écrit aussi à son frère, le roi, qui est demeuré trop longtemps sourd à sa souffrance. Juan lui dit qu'il attend de se faire couper la tête avec honneur. C'est la forme empoulée de dire au roi qu'il sait que sa mort arrive, que c'est une question de jour. Avant ça, il met ses affaires en ordre. Il ne veut pas rajouter du désordre au chaos ambiant. Il laisse tous ses pouvoirs à son ami Alexandre Farnèse, qui refuse de se séparer de lui ne serait-ce qu'une minute. Tous ces vieux soldats sont rassemblés autour de lui pour prier et pour le pleurer. Il ne demande qu'une seule chose, que ses ossements soient déposés en Espagne aux côtés de ceux de son père. On place, au moment fatidique, dans sa main ce crucifix à moitié brûlé qu'il avait accompagné toute sa vie, ce symbole si fort, trait d'union entre son enfance et ses plus grandes batailles. Le 1er octobre 1578, dans un infâme pigeonnier, oublié de ceux qui lui doivent tant, s'éteint l'un des plus grands héros de l'Europe chrétienne, l'un de ces derniers chevaliers croisés, qui ne vivait que pour la gloire militaire et la grandeur de cette dynastie. En apprenant sa mort, Philippe ne verse pas une larme. Le roi d'Espagne, si froid, distant et calculateur, va néanmoins regretter ce frère pour qui il avait tant d'estime. Philippe et Juan, c'est un peu l'eau et le feu. Pourtant, l'un n'a jamais voulu prendre ni la place ni la suite de l'autre, trop respectueux de celui qui a payé son éducation, respecté son rang et les désirs de leur père décédé. Philippe ordonne le rapatriement du corps par la voie de France, c'est-à-dire en cachette. Le corps de Juan est donc découpé, dépecé, empaqueté dans 3 sacs différents. En mai 79, il arrive enfin en Espagne où les chirurgiens reconstituent son squelette pour que le peuple puisse venir lui rendre hommage devant un tombeau ouvert. Comme il le voulait, il repose à l'Escurial, la nécropole des rois d'Espagne. Ainsi s'achève l'histoire de Juan, le grand vainqueur de la flotte ottomane à l'épante. Toute sa vie a été une succession de croisades. Il est finalement mort trop tôt pour offrir au monde toute l'étendue de son talent et achever un destin qui s'annonçait brillant. Que se serait-il passé si finalement Élisabeth
lui avait fait épouser Marie Stuart et donc l'avait fait monter sur le trône d'Angleterre. Ou dans l'autre camp, que serait-il advenu de l'invincible armada détruite par les Anglais en 1588 si Juan en avait dirigé les manœuvres pour le compte du roi d'Espagne? Juan demeure une figure symbolique à plusieurs titres, et c'est ça qu'il faut retenir. D'abord, il incarne parfaitement le basculement de l'Europe des temps médiévaux à la Renaissance. L'Espagne, mère des armes sur le continent, a également connu à cette occasion son apogée en Europe. Elle se prépare aux temps modernes, ceux de la colonisation du Nouveau Monde. Juan est l'homme des croisades, d'abord contre les barbaresques, puis les Ottomans, et enfin contre les protestants en Hollande. Juan, c'est aussi une nouvelle forme de la croisade. Les catholiques ne se battront plus contre les musulmans, mais désormais ce sera surtout, en tout cas beaucoup, contre les protestants. Enfin, Juan est un exemple unique de devoir. Il a toujours su placer le sien où il le fallait, et non où il le voulait. Il ne voulait pas expulser les Morisques, il s'y est résolu. Il voulait partir sur une galère pour défendre Malte, il est rentré à Madrid. Il voulait s'installer à Tunis, il est monté jusque dans les Flandres, comme lui ordonnait son roi. Il brûlait de partir aider les catholiques en Angleterre, il est mort de fatigue dans une bourgade belge. Symbole d'une croisade qui ne dit plus son nom, puisqu'il ne s'agit plus de protéger le tombeau du Christ, mais de défendre l'Europe, Juan aura marqué son temps par son courage et par son abnégation à vaincre les ennemis de notre civilisation sur la mer et sur la terre, des portes de l'Atlantique à l'Adriatique. Nous lui devons tant, et c'est notre tour de faire notre devoir, maintenir en vie le souvenir d'un si grand homme. Je vous remercie, et je vous dis au mois prochain.